Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé un bel été. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée pour vous présenter la 4e vague des appels à projets Grand Lieu d'Innovation et 16e filière France 2030. Tous les pôles de compétitivité franciliens vous accueillent ce matin. Moi, je suis Jennifer Lecomte, donc je suis la directrice des programmes de recherche et de développement de Cap Digital. Et donc, je suis accompagnée par tous mes collègues des autres pôles que vous ne voyez pas, mais qui sont là derrière leurs écrans. Et je suis également accompagnée, évidemment, de Lucas Verdant et de Romain Vidal de la région Île-de-France. Bonjour Lucas, bonjour Romain, merci de votre présence ce matin. Je vous rappelle juste quelques règles avant de dérouler le programme. Je vous rappelle tous, si vous voulez nous dire bonjour, c'est dans l'onglet chat qu'il y a sur votre droite. Et pour poser vos questions à nos intervenants, qu'on relaiera à la fin de nos présentations, c'est utiliser bien l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat. Afin de favoriser le relais de vos questions et qu'on puisse bien les centraliser à un seul endroit. Merci à vous. On va commencer par une présentation des appels à projets. On suivra sur le processus de labellisation des pôles de compétitivité et ensuite on aura la session de questions-réponses. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Lucas et à Romain pour la présentation de ces appels à projets. Merci à vous. Merci Jennifer. Donc, bonjour à tous. On est ravis avec Romain de pouvoir vous présenter les appels à projets Grand Lieu et Sésame dans le cadre de ce webinaire. Pour se présenter rapidement, donc moi je suis au pôle entreprise emploi de la région Île-de-France. Je suis sur tous les sujets de lieux d'innovation, donc ça recouvre aussi bien les incubateurs, les accélérateurs et notamment le suivi aussi des grands lieux d'innovation dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, donc moi je suis Romain Vidal, je suis directeur adjoint de l'innovation de la recherche et de l'enseignement supérieur à la région. J'ai un spectre assez large et qui s'est étendu, qui vont de l'innovation, de la deep tech, de la vie étudiante à l'immobilier, l'enseignement supérieur et de la recherche, et surtout la partie innovation. Donc on s'occupe des lieux d'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des incubateurs, de l'entrepreneuriat étudiant, mais aussi des plateformes scientifiques ouvertes aux entreprises. Voilà, le spectre est assez large. Mais on va se consacrer aujourd'hui à Sésame filière France 2030. Et je suis sincèrement désolé, ma caméra est out, donc vous devrez vous contenter de ma photo. Merci Romain. Du coup, pour vous présenter les appels à projets, l'idée de ce webinaire, c'était de se dire aussi qu'on était sur une nouvelle vague, donc la 4e vague de ces 2 appels à projets, et que c'était toujours intéressant de pouvoir vous rappeler un petit peu à la fois de quoi on parle, les objectifs de ces appels à projets, si vous êtes éligible, ou en tout cas si vous êtes le public cible, et puis ensuite évoquer tout ce qui est soutien financier, dépenses éligibles, financements qui sont potentiellement à obtenir aussi, et puis la procédure à suivre pour candidater à ces appels à projets. Pour vous les présenter rapidement, du coup, que ça soit Sésame filière France 2030 ou Grand Lieu d'innovation France 2030, on est vraiment dans des appels à projets qui s'inscrivent dans le cadre de France 2030. Donc France 2030, je pense que vous connaissez, ça a été mis en place par l'État. Et l'idée de ces 2 appels à projets, c'est de décliner le plan France 2030 à une échelle régionale pour que finalement ce plan soit en cohérence aussi avec les stratégies régionales, donc le SRDE2I, qui est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et le SRESRI, qui est l'équivalent du SRDE2I, mais sur la stratégie d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et en fait, ces 2 appels à projets, ils permettent de faire correspondre les priorités de l'État dans France 2030 avec les priorités de la région et avec le tissu économique et de recherche et d'enseignement régional. L'idée à travers les 2 appels à projets, ils sont complémentaires, on verra, c'est pas la même chose, mais globalement, les 2 souhaitent soutenir en fait le développement, la structuration et la compétitivité des filières stratégiques franciliennes. L'idée, c'est de pouvoir vraiment développer les écosystèmes en Île-de-France et créer des écosystèmes recherche, innovation, économie performants.
Ces 2 appels à projets, ils sont marketés France 2030 et région, puisque c'est la région et l'État qui apportent les montants financiers à part égale et à montant équivalent sur chaque projet. BPI, c'est l'opérateur de ces appels à projets et donc va gérer l'instruction, les volets administratifs des 2 appels à projets pour le compte de l'État et de la région. Et donc, on est sur un format à la fois pour Sésame et à la fois pour Grandlieu, sous forme d'appel à projets, sous forme de vagues, c'est-à-dire qu'on a plusieurs vagues par an. L'idée, c'est qu'on aura 2 vagues par an jusqu'en 2025. Là, on est déjà à la 4e vague de ces appels à projets. 4e vague qui vient d'être ouverte fin juin et qui se clôturera le 27 octobre 2023. Romain va vous présenter un peu les objectifs de ces appels à projets. Donc les objectifs, enfin en tout cas les attendus sur ces 2 appels à projets, comme a dit d'ailleurs Lucas tout à l'heure, c'est renforcer la compétitivité des filières stratégiques franciliennes. Vos projets peuvent s'inscrire dans une ou plusieurs de ces filières. Elles doivent bien évidemment démontrer un apport concret et déterminant à une filière et à sa structuration. Sur ces filières, typiquement, on est assez sensible sur votre capacité à mobiliser un certain nombre d'entreprises autour de votre projet, avoir à terme un véritable impact et fait d'entraînement sur l'ensemble du territoire. Donc, l'attendu n'est pas juste local, mais va au-delà. Et bien évidemment, en tant que région Île-de-France, nous avons pour ambition, bien évidemment, que votre projet rayonne sur tout le territoire. L'autonomie financière, c'est un point important. Vous savez que les projets, vous l'avez vu dans l'appel à projet, les projets sont sur 36 mois. Au-delà de ces 36 mois, vous devez démontrer dans votre dossier, et c'est d'ailleurs dans les annexes financières, une viabilité financière. Donc, vous devez bien évidemment générer un chiffre d'affaires et nous démontrer que ce chiffre d'affaires, plus les moyens que vous pourrez mobiliser, pourront équilibrer le budget et vous rendre autonome vis-à-vis des autorités publiques et notamment de la région et de l'État. Alors sur les domaines cibles, nous avons en région Île-de-France 2 stratégies, un schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et une stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, dans lesquels nous ciblons un certain nombre de domaines. Vous les avez pour le SR2I sous vos yeux. Vous voyez que c'est assez large. C'est, je pense, assez compliqué de ne pas rentrer dans une de ces filières. Il nous est, je crois, quasiment jamais arrivé, enfin en tout cas très rarement arrivé, d'écarter un projet parce qu'il n'intègre pas, il ne rentre pas dans une des filières fléchées par la région et l'État. Alors, Sésame Filière France 2030, donc les projets prioritaires. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est attendu, et nous montrerons un petit peu les différences entre justement Sésame Filière et Grandlieu d'innovation. Jusqu'à maintenant, nous avons principalement financé effectivement ces plateformes. C'est vraiment le point central de cet appel à projet. C'est une plateforme technologique qui doit être bien évidemment ouverte en priorité aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire d'Île-de-France, mais bien évidemment aussi au niveau national ou international. Mais nous serons bien évidemment sensibles au fait que des entreprises locales puissent accéder à ces plateformes. Ça peut être aussi bien évidemment des projets intégrés avec, vous l'avez vu sur ces filières, 2 annexes financières, une qui concerne l'animation de la filière et une autre sur les projets de R&D. Donc, il y a une activité de R&D qui peut être bien évidemment prise en charge par cet appel à projet. Bien évidemment, il y a une nécessité de mobiliser des compétences autour de ces plateformes. C'est aussi un des points importants de cet appel. Et les outils collaboratifs, puisque l'objectif, c'est bien évidemment de créer ce lien entre entreprises et plateformes portées, vous l'avez vu, en priorité par des laboratoires de recherche académiques.
Ces liens peuvent se concrétiser par des partenariats, mais aussi, bien évidemment, par de la prestation de services, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que vous atteigniez un équilibre financier. Sur grand lieu d'innovation, là, on est sur peut-être des cibles différentes, c'est-à-dire qu'on va chercher, nous, à soutenir la création et le développement plutôt d'équipements un peu plus aval, qui vont concerner directement des entreprises et qui peuvent être portés par des entreprises. C'est d'ailleurs le bénéficiaire cible idéal pour les grands lieux. C'est-à-dire que nous, via Grand Lieu, ce qu'on veut soutenir, ça va être des espaces qui vont favoriser la mise en commun et l'accès à des équipements, des compétences et des espaces qui sont différenciants, qui vont permettre à des acteurs d'une filière donnée, et notamment ceux qui n'y auraient pas accès en propre, donc par exemple des startups, des porteurs de projets, de jeunes PME ou des PME industrielles, de pouvoir en fait tester, expérimenter, faire des travaux de R&D, des preuves de concept, parfois du prototypage, de la petite production, sur des équipements ultra différenciants, ultra innovants, mais encore une fois, qui nécessitent des capacités d'investissement que peuvent se permettre des organismes ou des grands groupes ou des ETI. Donc c'est vrai que souvent les projets de grands lieux d'innovation, ça va être vraiment l'alliance en général d'une entreprise avec parfois des capacités de recherche pour faire émerger un espace, donc un grand lieu, qui bénéficiera aux autres acteurs économiques de la filière. Et donc très concrètement, les grands lieux d'innovation qu'on va soutenir, ça va ressembler à des Fab Labs, à des démonstrateurs industriels, à des sites de R&D, mais vraiment sur de la R&D collaborative appliquée, déjà assez aval. Ça peut être des plateformes techno, des sites d'essai et d'expérimentation, par exemple dans la filière aéronautique, des bancs d'essai, et puis même de manière un peu plus interfilière, des incubateurs, des accélérateurs ou des lieux d'open innovation, tout ce qui va permettre vraiment aux acteurs de la filière de monter en compétences, d'expérimenter, d'innover sous le patronage, sous l'égide d'un grand acteur innovant qui a des capacités et des expertises à offrir. Du coup, sur le public cible de ces deux appels à projets, on va être sur des publics cibles différents. Romain va vous présenter ceux de Sésame Filière pour commencer. Donc, ce qui est en commun d'ailleurs sur les deux appels à projets, c'est qu'il doit y avoir un porteur unique. Il y a un seul établissement qui va contractualiser avec BPI. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prioritairement sur Sésame Filière, nous fléchons les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour traduire ça, depuis le lancement de cet appel à projet, il n'y a eu que des projets portés par des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche franciliens qui ont bénéficié, qui ont été lauréats de cet appel. Bien évidemment, éventuellement, donc une entreprise peut être lauréate, mais il faut démontrer en tout cas un partenariat étroit avec des laboratoires, des équipes de recherche de l'enseignement supérieur et de la recherche localisés bien évidemment en Île-de-France. Sur Grand Lieu, donc comme l'a dit Romain, ça on insiste parce que peut-être que sur Grand Lieu c'est encore plus flagrant, c'est vraiment un répondant unique. Et si on attend des logiques de partenariat, par exemple entre une entreprise, un pôle de compétitivité, un organisme de recherche, etc., il peut y avoir des logiques de partenariat, mais ce sera toujours un répondant unique et un bénéficiaire unique de la subvention. De manière parallèle à Sésame, à l'inverse, ça peut être un organisme de recherche, de transfert de techno, une université. C'est très rare. Je crois qu'on a 1 ou 2 lauréats depuis le début. Et il faut vraiment qu'on ait une implication entreprise, acteurs économiques ultra forte et que le projet il ait vraiment un impact économique pour les acteurs PME, start-up, donc des acteurs là aussi économiques. Donc, on vous propose d'illustrer les lauréats. Alors, les lauréats de la dernière vague vont être bientôt communiqués, mais on attend toujours une validation du SGPI, le Secrétariat Général pour l'Investissement. Là, on vous a mis deux exemples. Donc, vous voyez une université et un organisme de recherche, en tout cas un institut. L'Université Paris-Créteil, qui a été financée pour une plateforme qui s'appelle Innocence, autour de la thématique de la santé et environnement et qui propose donc un certain nombre d'instrumentations, de plateformes pour le diagnostic et l'analyse de polluants, soit de l'eau, de l'air ou du sol, et des projets de recherche associés sur les risques environnementaux et sur leur impact pour la santé.
en deuxième, l'Institut Pierre Gilles de Gênes, localisé, vous savez, à Paris, qui travaille sur la microfluidique. Ça, c'est un petit peu le cœur de leur sujet, vous le savez, et qui adresse les nouveaux matériaux pour produire en petite et moyenne série. Donc, vous voyez, on est quand même au-delà de la recherche, hein, on va vers la production industrielle, et développer une interface utilisatrice versatile pour la création de démonstrateurs, pour l'accélération des étapes d'intégration. Donc voilà, c'est des exemples. On a eu des plateformes d'imagerie aussi. On a eu un IRM, par exemple, à l'Institut Cerveau. On a eu une plateforme d'imagerie aussi à l'hôpital Necker. Hein. C'est extrêmement varié. Donc, voilà. Sur Grandlieu, là, vous avez aussi un exemple lauréat de la deuxième vague de l'appel à projet. C'était un projet qui était porté par Inventec Performance Chemicals, donc qui est une société du groupe de Démon, une ETI, et qui coche toutes les cases en fait de Grandlieu, c'est-à-dire qu'elle était sur une filière stratégique avec notamment un enjeu de souveraineté pour la région, mais même pour la France finalement, sur tout ce qui va être filière électronique. Et ce qu'elle proposait en fait, c'était de dire voilà, moi j'ai une expertise sur un sujet, donc sur justement dans la filière électronique, et notamment sur l'assemblage de cartes et de semi-conducteurs. Et surtout, j'ai une expertise sur la manière de produire de nouveaux composants, de faire un peu la transition écologique de cette filière-là, en tout cas d'avoir des composants moins polluants et plus vertueux. Et en fait, on sait que dans la filière, d'avoir accès à une ligne d'assemblage électronique, c'est pas toujours simple. Et surtout, à l'inverse, quand on en a une, il faut la mobiliser pour sa propre production et on n'a pas forcément la capacité à la mobiliser, cette ligne, pour tester, expérimenter de nouveaux composants ou de nouvelles manières d'assembler. Et donc, ce qu'a dit Inventec, c'est voilà, moi, je vais ouvrir une de nos lignes électroniques, d'assemblage électronique, aux autres acteurs de la filière, soit aux acteurs directs, mais même à des acteurs indirects qui ne sont pas forcément directement sur l'assemblage de cartes ou de semi-conducteurs, mais qui sont en capacité d'aider sur la transition écologique, ou en tout cas sur la réduction de l'impact de cette filière. Et donc, ça va permettre à plein d'acteurs de la région Île-de-France, même finalement de toute la France, de pouvoir venir tester et mettre en œuvre autour de cette ligne d'assemblage des produits qui vont être éco-conçus et surtout qui ont une valeur ajoutée bien plus importante. Ça, c'est typiquement ce qu'on attend, nous, d'un grand lieu d'innovation. Le type d'aide et le soutien financier, là aussi, il y a des différences à prendre en compte entre Sésame et Grandlieu. Pour moi, je te laisse présenter Sésame. Donc, sur Sésame Filière, la grande différence avec Grandlieu d'innovation, c'est effectivement qu'on on a un taux d'intervention de 50%, mais que l'aide est intégralement sous forme de subvention. Le budget, et donc l'assiette éligible, plutôt doit être compris entre 1 et 5 millions d'euros. Du coup, bien évidemment, l'aide maximale est de 2,5 millions d'euros. Depuis le lancement, nous sommes sur des aides qui varient entre 400 000 et 2,2 millions d'euros depuis, voilà. Donc, c'est pour vous donner une fourchette d'aide. Donc, on approche souvent les 2,5 millions d'euros et on peut aller sur des plus petits projets. Par contre, bien évidemment, il faut avoir au moins 1 million d'euros d'assiette éligible. Sur Grandlieu, là aussi, donc 50% des dépenses éligibles qui vont être financées au maximum. Il faut une assiette de dépenses éligibles supérieure à 1 million et un montant d'aide maximum qui pourra monter max à 2 millions. Donc, exemple, j'ai un projet avec 1 million de dépenses éligibles, soutien maximum 500 000 euros. J'ai un projet avec 5 millions d'assiettes de dépenses éligibles, montant maximum 2 millions. La différence avec Sésame, c'est effectivement qu'il y a 50% du financement qui est fait sous forme de subvention et 50% du soutien qui est fait sous forme d'avance récupérable. Là, c'est parce que la logique, on a dit, on est sur des projets qui doivent avoir une autonomie financière à court moyen terme. Et donc, finalement, l'avance récupérable, c'est de se dire que dans l'horizon 3-4 ans, le projet saura dégager un chiffre d'affaires et surtout une certaine rentabilité pour pouvoir voler un peu de ses propres ailes. Sur les dépenses éligibles, là aussi, il y a des différences assez importantes entre Sésame et Grandlieu, notamment Sésame avec des spécificités importantes. Oui, alors donc on est principalement sur des dépenses internes. Donc, ce qui est vraiment intéressant sur Sésame filière France 2030, surtout si on le compare par rapport à, si vous connaissez l'autre appel à projet Sésame, qui est financé sur des fonds régionaux,
c'est qu'on finance non seulement l'équipement scientifique, mais aussi tout le personnel, et que ce soit du personnel de R&D, mais aussi au-delà du personnel pour, on va dire, on a qualifié ça un petit peu de l'animation de la filière, mais ça peut être des profils un peu plus business, de profils plus de communication, des choses comme ça. Donc, on a des dépenses éligibles qui sont beaucoup plus larges, voilà, avec aussi bien de l'animation, de l'aménagement de locaux, de l'investissement matériel et des dépenses internes. Sur les dépenses internes, donc l'éligibilité pour les laboratoires de recherche académique, donc le personnel interne et statutaire est éligible. Par contre, il ne doit pas dépasser 30% du budget global. Je voulais rappeler ici, le projet, il est de 36 mois et donc 50% des dépenses éligibles. Sur Grandlieu, là, les dépenses éligibles, ça va être vraiment des dépenses d'investissement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être de la prestation d'études, des coûts d'aménagement des locaux pour faire justement ce grand lieu, l'investissement matériel pour équiper ce grand lieu, donc avec des équipements, avec des machines, avec des logiciels, avec des solutions digitales. Investissement globalement classique, et à la marge, on peut monter jusqu'à 15% de l'assiette sur des frais de fonctionnement pour les personnels en fait qui vont être nécessaires au caractère ouvert de ce lieu. Typiquement, sur l'exemple que je vous présentais d'Inventec, on a financé à hauteur de 15% des dépenses éligibles une personne qui va permettre en fait d'accompagner les utilisateurs de la ligne ouverte d'assemblage, ou qui vont permettre de faciliter l'accès au grand lieu, l'utilisation des espaces, des équipements. Donc, ça va être vraiment pour animer et gérer ce grand lieu et en assurer le caractère ouvert. Là aussi, on rappelle, donc toujours pareil, c'est 1 million minimum de dépenses dans le projet, et on viendra, nous, maximum sur 50% de ces dépenses éligibles. Sur les modalités, les procédures de sélection, là, on est commun entre Sésame et Grand Lieu d'Innovation. Je vous le disais, BPI est l'opérateur de l'État et de la région sur ces appels à projets. Donc, il y aura d'abord une étude de BPI sur la recevabilité, on va dire, technique, administrative et financière des dossiers. Une fois que cette première étape sera passée, là, il y aura des jurys organisés, donc un jury Sésame et un jury Grand Lieu d'Innovation, qui réunit en fait les personnes de la région, les personnes de l'État et les services déconcentrés de l'État. On évalue les dossiers en fonction de tous les indicateurs qu'on vous a mentionnés, la filière, les domaines d'intérêt majeurs, qui porte quoi, quel est le but du projet pour la région, pour l'État, etc. Si nécessaire, et c'est souvent le cas, on auditionne derrière les porteurs de projet. Donc, quand vous êtes auditionné, ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer après. Et derrière, nous, avec le jury, on va voilà, émettre des avis, proposer des montants de soutien. Derrière, il y aura une validation à faire par le SGPI, comme le disait Romain, par exemple, sur Sésame. Et puis, dans un délai qui est peut-être encore un peu long à notre goût, un envoi des résultats aux porteurs de projet. Donc, il faut compter souvent quand même quelques semaines après l'audition pour avoir les résultats. Et derrière, une contractualisation qui s'effectue avec BPI et un suivi qui continue, par contre, côté aussi région et État. Comme on le disait, donc du coup, les dossiers qui ne vont pas passer la première étape de recevabilité ne seront pas instruits, ne pourront pas être soumis au jury. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, avant de déposer son dossier, à itérer justement avec BPI pour justement vérifier que les annexes sont bien remplies, que les documents administratifs sont corrects, etc. Ça évite après de ne pas louper les autres étapes. Sur la recevabilité, donc du coup, il y a cette première étape très importante de complétude au sens administratif. Et là, il y a tout un dossier Sésame qui est téléchargeable, mais aussi tout un dossier Grand Lieu d'Innovation à télécharger. Il faut respecter, bien sûr, les montants minimums de dépenses, les montants maximum d'aides demandées. Il faut, pour Sésame, être porté par les structures cibles, pour Grand Lieu, être porté aussi par les structures cibles. Et puis, on l'a dit, c'est important pour nous que ce soit un projet viable financièrement parlant. Donc, de toute façon, BPI va regarder la solidité financière de la structure qui demande un soutien financier. Les critères d'évaluation, là aussi, sont communs à Sésame et à Grand Lieu d'Innovation, avec bien sûr des degrés d'intensité différents. Vous avez toute la liste ici, ça va être le positionnement par rapport à nos stratégies régionales de recherche, d'enseignement et d'innovation, et également de développement économique. La qualité scientifique du projet et de ses équipes, qui sera bien sûr plus regardée pour Sésame que pour Grand Lieu. Le degré de maturité et de faisabilité du projet, la connaissance du marché et de la concurrence, parce
qu'il y a d'autres projets, c'est très important de fournir un benchmark, en tout cas des éléments de comparaison par rapport à ce qui se fait en Île-de-France, en France et même dans le monde. La qualité de la structure et de la gouvernance, on a dit, on est souvent sur des projets multipartenaires et quand bien même il n'y a qu'un seul bénéficiaire, il faut quand même nous expliquer comment demain le projet mobilisera les différentes parties prenantes et surtout pour quelle implication et quelles actions concrètes. Après, il y a tout un sujet sur, bien sûr, le modèle économique, le plan d'affaires, la stratégie de diffusion et de valorisation des recherches, des technos et de tout ce qui s'est fait sur le Grand Lieu ou sur le site Sésame. Et puis après, des choses plus classiques sur l'impact en termes d'activité économique, sur le tissu industriel. Et puis bien évidemment, que ce soit Sésame ou Grand Lieu d'Innovation, on veut des projets qui, d'une manière ou d'une autre, quand même contribuent à la transition écologique et énergétique. Sur le calendrier, du coup, on vous le disait, là, on est sur une 4e vague qui a ouverte fin juin, qui va se clôturer le 27 octobre à 17 h. Ce qu'on vous rappelle aussi, c'est que vous avez tous les documents sur les sites internet qu'on vous donnera à la fin. Vous avez des référents BPI si vous avez des questions à poser. Vous pouvez aussi nous les poser en direct s'il y a des questions un peu techniques ou un peu fines, ou même si vous interrogez sur la pertinence de déposer un dossier Sésame ou Grand Lieu. Et on vous rappelle que les personnes qui vont représenter l'établissement d'enseignement supérieur ou l'entreprise devront signer une fiche de demande d'aide et fournir un certain nombre de documents administratifs, ce qui permet, on l'a dit, de passer cette étape de recevabilité et puis surtout de montrer l'engagement de l'acteur et du demandeur sur la durée du projet. Donc, vous le disiez enfin, après l'instruction des projets, il y a un délai maximum de 3 mois. Donc, comme je vous disais, il faut compter plusieurs semaines après l'audition. Ça peut parfois aller jusqu'à 2-3 mois maximum. Donc, sur le planning, clôture, on le rappelle, le 27 octobre. Vous avez là les 2 liens et je pense que les pôles pourront vous les renvoyer aussi pour télécharger les dossiers Sésame ou GLI, le différent calendrier qu'on évoquait. Donc, dans le cadre de cette 4e vague, on serait sur une audition en janvier 2024 et donc une annonce et une contractualisation plutôt à la mi-2024. Enfin, n'hésitez pas, voilà, vous avez les contacts. Côté Sésame, vous pouvez échanger avec Romain ou surtout avec Stéphane Louisia. Et puis côté Grand Lieu d'Innovation, je suis aussi à votre dispo. Et vous avez les 2 sites internet où on essaye de présenter le plus possible ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Et il y a aussi la possibilité d'échanger avec BPI sur des questions peut-être plus administratives. Donc en tout cas, n'hésitez pas du tout. Voilà. Jennifer, je ne sais pas si tu souhaites… On ne t'entend pas. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas décroché mon micro. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci Lucas, merci Romain. Comme je le disais, mais du coup personne ne m'entendait, on vous redonne la parole à la fin de la présentation de l'accompagnement des pôles pour répondre aux questions-réponses. Donc vous avez encore quelques moments là pour poser vos questions. Donc posez bien vos questions dans l'onglet questions. Réservez le chat pour juste nous dire bonjour, mais vraiment relayer vos questions dans l'onglet questions. Et tout de suite, je passe la parole à ma collègue du pôle Aztec, Séverine Coupé, pour vous présenter l'accompagnement des pôles. Séverine, je te laisse la main. Merci Jennifer. Donc effectivement, suite à la présentation de Lucas et Romain, sachez que nous, les pôles de compétitivité, on vous accompagne sur la maturation de vos projets et notre parcours d'accompagnement, c'est ce qu'on va appeler la labellisation. Et quel que soit le type de projet d'appel à projet que vous visez, n'hésitez pas à faire appel à nous. Alors, on va essayer de vous convaincre du bien fondé de faire appel à nos services si vous n'avez jamais passé le pas. Alors, par contre, Jennifer, pour passer la diapo. Oui, c'est sur le côté, mais si tu veux, je passe. Mais si tu passes… Donc déjà, sachez qu'en faisant appel à votre pôle de compétitivité préféré, vous allez pouvoir bénéficier d'une expertise unique et d'un accompagnement personnalisé, quel que soit l'appel à projet visé. En effet, les pôles, ce sont des structures qui existent déjà depuis une bonne quinzaine d'années et donc on a engrangé une quinzaine d'années d'expertise et
d'expertise voilà, sur ces projets. On organise régulièrement des ateliers d'émergence de projets. L'idée, c'est que on puisse vous orienter également en fonction du portrait robot de votre projet, qu'on puisse vous orienter vers le bon appel à projet, vous présenter des partenaires s'il y a besoin de compléter votre consortium. Donc, ça peut être des partenaires à la fois français, mais également européens au travers des réseaux qu'on a pu tisser au cours de ces 15 dernières années, et également d'être vigilant aux appels à projets qui répondent au mieux à vos attentes. Merci. Donc, en quoi consiste finalement passer par une labellisation? Ça va vous permettre d'évaluer votre projet à la fois sur la partie innovation, mais également votre positionnement par rapport à l'état de l'art, voir si les arguments que vous avancez par rapport à la faisabilité technique de votre projet, le niveau de maturité, le projet est convaincant. On va également challenger les possibilités du projet par rapport au marché visé. Également, s'assurer que vous avez bien identifié la concurrence. Si vous avez bien pensé à tout ce qui va concerner la stratégie de propriété intellectuelle, la protection des résultats. Éventuellement, si vous avez bien identifié toutes les barrières d'accès au marché, bien sûr, on va évaluer la performance environnementale de votre projet et puis s'assurer de la cohérence par rapport à la filière que vous visez ou les priorités nationales ou régionales. Si tu peux. Voilà. Alors, tout ce processus, bien sûr, se fait dans un respect strict de la confidentialité. Tous les experts que nous faisons intervenir au niveau des pôles ont signé soit une charte de déontologie, soit un accord personnel de confidentialité. Et donc, ils sont tenus par le secret professionnel. Et de toute façon, tout document ou toute information qui va sortir de ce cercle restreint de personnes qui sont sous le sceau de la confidentialité seront validées par les porteurs. Nous, Pôle, on ne s'autorise pas, bien sûr, à diffuser des informations qui ne seraient pas validées par le porteur. Et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est que pour qu'on puisse vous accompagner au mieux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au plus tôt. Même si votre projet n'est pas ficelé, vous pourrez bénéficier d'autant plus de notre accompagnement et de notre accompagnement et de notre expertise au travers de nos processus de labellisation. Alors, on a tous notre façon un petit peu de travailler, mais vous avez un certain nombre d'étapes à passer et à chaque étape, vous aurez un compte-rendu où l'idée, c'est de vous faire progresser, de s'assurer que vous passez les bons messages et que votre projet est bien ficelé, convaincant et vous donner toutes les chances de succès au final. Et la dernière slide, c'est nos coordonnées. Donc, comme le disait Jennifer, nous sommes les pôles de compétitivité franciliens. Voilà, et vous avez la liste ici avec les coordonnées de chacun des contacts. Et Soumaya, du coup, je te laisse la main pour la partie questions-réponses. Merci Séverine. On va poursuivre avec les questions. Il y a déjà eu quelques réponses sur le chat. Et une première question par rapport à l'éligibilité des établissements d'enseignement supérieur privés au dispositif que vous venez de présenter. Appels à projets Sésame, filière les établissements d'enseignement privés sont éligibles. Il y a déjà eu d'ailleurs des candidats et ils ont été rendus éligibles. Donc, ça ne pose aucun souci. Très bien. Une deuxième question plus sur les dépenses dans le cadre du projet. Est-ce qu'on peut, sur un projet Sésame filière, financer uniquement des activités de R&D? Non, ce qui est bien spécifié dans l'appel à projet, c'est qu'il doit y avoir au moins
une partie, on va dire, animation de la filière. Vous avez vu, il y a 2 annexes financières. Et ce qui est bien précisé dans l'appel à projet, c'est ces filières. Donc, la partie filière, donc animation, ouverture vers, de la plateforme vers les entreprises, etc., est nécessaire et obligatoire. C'est la partie R&D qui, en fait, est facultative, mais qui, néanmoins, dans un certain nombre de projets, prend souvent une certaine ampleur. Donc, on ne peut pas se limiter à un projet de R&D. Nous ne sommes pas un guichet pour financer uniquement un projet de recherche collaborative. Nous sommes vraiment sur le financement, la structuration, l'organisation d'une plateforme ouverte et d'une animation, activité un peu business, économique autour de cette plateforme. Très bien. Et une question qui concerne plus les retombées du projet. Est-ce qu'on peut financer dans le cadre des grands lieux d'innovation un bon d'essai en Île-de-France avec une production industrielle qui se fait hors région? Alors, j'étais en train d'y répondre par écrit. Très bonne question. On a déjà eu le cas plusieurs fois. En toute transparence, vous pouvez déposer un projet de banc d'essai pour lequel la production se fera dans une autre région. Après, si on suit la logique et la philosophie de l'appel à projet, c'est pas forcément ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il faudra, si vous proposez ce projet-là, démontrer que, ce projet de banc d'essai, il sera au bénéfice pas seulement de l'entreprise qui a sa production industrielle ailleurs, mais au bénéfice aussi des entreprises franciliennes. Il faudra donc démontrer une inscription et des partenariats avec l'écosystème francilien. Et surtout, il faudra nous expliquer pourquoi c'est intéressant pour la région Île-de-France de financer un banc d'essai qui amènera peut-être une production dans une autre région. Donc, il n'y a pas d'impossibilité en soi, mais il faut bien argumenter. Et encore une fois, il faut réfléchir au fait que ça soit intéressant ou non pour la région et pour son écosystème. Très bien. Une autre question sur une explication des dépenses facturées entre les prestations entre partenaires. Un participant nous demande d'éclaircir le texte présenté dans l'appel sur ces dépenses-là. Et c'est bien précisé que les dépenses facturées par les partenaires, y compris pour la mise à disposition de personnel pour le projet, sont éligibles à condition de correspondre à des dépenses facturées au porteur et qui pourra les justifier. Est-ce que vous pouvez juste éclaircir un peu plus cette partie de prestations entre partenaires? Alors, je ne sais pas de quel appel à projet, du coup, il est question. Enfin, est-ce que c'est sur Grand Lieu Innovation, sur Sésame Filière? Peut-être nous préciser dans le chat pour quel appel. C'est une question de Adrien Marc. D'accord, Sésame. Donc, cette prestation, enfin, la prestation entre partenaires, donc entre le bénéficiaire principal et ensuite des partenaires, on va dire partenaires économiques, vous avez une annexe financière qui doit effectivement indiquer et qui peut indiquer le chiffre d'affaires généré. Mais au-delà de ces prestations, il faudra effectivement trouver un équilibre financier presque dès le lancement en fait de votre plateforme. Ce qu'il faudra démontrer ensuite, c'est l'équilibre financier post 36 mois, mais et bien faire apparaître les flux financiers entre partenaires au cours du projet. Bien évidemment, c'est un budget prévisionnel, donc c'est une projection économique. Ensuite, on espère qu'elle se réalisera si elle est optimiste. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je pense. Il y a une autre question qui porte plus sur l'avance remboursable. Est-ce qu'il n'y a plus d'avance remboursable dans le cadre du programme filière? C'est uniquement de la subvention? Effectivement, c'est le grand changement depuis donc maintenant 4 appels à projets. Tant pis pour les précédents, mais tant mieux pour les nouveaux. Nous avons transformé l'avance remboursable en subvention. Donc, nous n'intervenons qu'en subvention. 50% de l'assiette éligible est pris en charge sous forme de subvention. Donc, c'est intéressant, sachant qu'on peut intégrer du personnel interne comme dans les 50% restants, etc. Et qu'il y a du personnel qui est intégré dans cette assiette éligible. Donc, c'est quand même, me semble-t-il, un appel à projet très intéressant.
Oui, une question plus pour rappeler un peu la nature des consortiums pour les projets Cézanne Filière. Est-ce que ça peut se faire en consortium ou uniquement des projets mono-partenaires avec un seul coordinateur? On est toujours sur Sésame, là, du coup? Oui, toujours sur Cézanne Oui, Filière, oui. Sésame. Donc, on est, comme on disait, on a un bénéficiaire. Donc, en fait, la notion de consortium, elle n'est pas vraiment présente. On va dire qu'il y a un bénéficiaire principal et autour de ce programme, donc typiquement dans les pièces, vous l'avez vu, nous ne demandons pas de documents, d'attestation de consortium. Ce ne sera pas demandé d'ailleurs pendant toute la durée du projet, contrairement à d'autres appels à projets sur les projets collaboratifs de R&D. Donc là, la notion de consortium, en fait, on est plutôt sur un bénéficiaire et ensuite, ça peut être des partenaires, ça peut être des clients. Voilà. Donc, cette notion de consortium, vous l'avez vu dans l'appel à projet, elle n'apparaît pas vraiment, en fait. Donc, on est plutôt quand même, et on est clairement sur un bénéficiaire principal. Il peut y avoir une sous-contractualisation entre deux partenaires, mais voilà, ce n'est pas du tout ni une obligation, ni l'objet en fait de cet appel. Très bien, merci. Une question de mon collègue Johan Doze sur sur les deux appels. Donc, les deux appels sont très complémentaires. Est-ce que c'est pertinent de proposer un projet qui est à cheval entre Sésame Filière et Grand Lieu d'innovation pour un même lieu? Alors, c'est déjà arrivé une fois, donc on a un précédent sur le CEA qui a effectivement déposé un projet sur les deux appels à projet et qui a été retenu, alors pas au même moment, il y a eu un appel, un call, enfin une vague de décalage entre les deux. Donc, est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas, il faut voir vraiment sur la nature des dépenses et sur l'objectif du programme. En toute transparence, on préfère effectivement qu'il y ait un choix fait entre les deux, puisque vous avez vu, il y a une règle, on a un budget maximum, etc. Si tout le monde, en gros, fait 5 millions plus 5 millions plus 4 millions, quelque chose comme ça, que c'est un découpage entre les deux, ça sera un peu visible. Donc, ce qu'on préfère néanmoins, c'est que vous preniez la décision de déposer votre projet sur l'un ou sur l'autre de ces calls. Romain, peut-être une précision. Oui. Ouais, juste, Smaya, peut-être une précision. Si jamais le dossier est déposé, on va dire, sur le mauvais appel et que vous considérez qu'il va plus sur l'autre, est-ce que vous faites est-ce que c'est possible de basculer est-ce que vous proposez ce basculement ou ça rend le projet inéligible parce qu'il correspond, parce que du coup le choix a été mal fait? Alors, ça ne sera pas fait pendant l'appel à projet, ça pourra être une recommandation faite post-instruction. Donc, le projet aura perdu 6 mois, on va dire, mais puisque les annexes financières sont quand même différentes, nous ne pouvons pas basculer un projet de l'un à l'autre au cours du call, quoi, enfin, au cours de l'instruction. Donc, on fera la recommandation, et ça peut arriver, de déposer effectivement le projet sur l'autre appel à projet. Le mieux, en toute transparence, c'est que vous preniez contact avec nous et qu'on vous oriente sur l'appel à projet le plus pertinent. Merci. Oui. Une autre question sur les projets qui sont portés par les départements hospitalo-universitaires. Donc, un établissement qui vient d'obtenir sa labellisation et qui souhaite créer un espace d'open innovation, peut-il cumuler des financements conjoints entre ceux du DHU et des financements privés pour et être éligible à ce type d'appel? Alors, DHU, donc c'est DHU, donc c'est des fonds AP, me semble-t-il. Oui, vous pourrez utiliser effectivement ces fonds. Il faut bien évidemment que l'assiette éligible des dépenses, enfin que les dépenses ne soient pas justifiées 2 fois auprès du financeur, enfin de l'autre financeur. Oui. La seule incompatibilité qu'il y a, c'est que le cofinancement soit assuré par un appel à projet relevant de France 2030. Donc, puisque nous sommes dans le cadre d'un call, d'un appel à projet France 2030, vous ne pouvez pas
cofinancer sur France 2030, ou bien évidemment, vous ne pouvez pas aussi cofinancer la partie restante par des fonds régions. Très bien. Et une question sur les financements des établissements publics. Est-ce que les coûts marginaux sont pris en charge à 100%? Donc oui, on est sur une base de coûts. Alors, coûts marginaux, en fait, non, en fait, on est à 50%. Donc le taux d'intervention, il est à 50%. Donc non, nous sommes sur 50% d'une assiette éligible qui intègre du personnel titulaire. Donc on n'arrivera jamais à 100%. Donc vous pouvez, donc c'est plus intéressant. Enfin, ce n'est pas intéressant de travailler sur du coût marginal. C'est plus intéressant d'intégrer des dépenses de personnel titulaires pour équilibrer votre budget. Voilà. Donc non, le 50%, il est fixe. Ne faisons pas la différence entre coûts marginaux et coûts totaux sur cette appel. Très bien. Et une dernière question sur les dates de relève de l'appel. Est-ce que vous pouvez confirmer que les deux appels seront toujours ouverts en 2024 et en 2025? Nous avons un engagement avec l'État donc effectivement jusqu'en 2025 sur ces deux appels à projets sur tous les pays à 4 régionalisés, puisque vous savez, il y a d'autres appels à projets, notamment sur l'ingénierie de formation professionnelle, mais aussi sur IDEMO et sur l'innovation. Donc c'est un contrat que nous avons signé jusqu'en 2025. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour le 27 octobre, n'hésitez pas à bien évidemment faire mûrir votre projet pour le redéposer sur le prochain. La fréquence, c'est à peu près ouverture de l'appel à projet en septembre, fin juillet, clôture en octobre. Dès qu'on clôt, on annonce les résultats en janvier, on rouvre en février pour reclore en juin. Enfin, on est à peu près sur des dynamiques comme celle-ci. Donc, avec deux relèves, voilà, il y a toujours deux relèves. En fait, c'est vrai qu'on dit toujours ouverture et fermeture d'appel à projet. Peut-être qu'on devrait changer la façon que l'on a de communiquer et de dire l'appel à projet est ouvert jusqu'en 2025 et il y a 2 relèves par an. C'est ce qui se passe en réalité. Très bien. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions posées dans l'onglet questions. Et je vous remercie pour votre interactivité et je vais laisser le mot de la fin à Jennifer. Merci. Merci beaucoup, Soumaya. Peut-être pour répondre à la question que tout le monde se pose, oui, nous vous enverrons la présentation ainsi que le replay dès la fin de ce webinaire. Donc, vous obtiendrez toutes les informations. On vous a remis à la fin les différents contacts pour candidater. N'hésitez pas évidemment à contacter les pôles de compétitivité pour vous accompagner sur ces 2 appels à projets. Merci encore Lucas et Romain de vous être rendus disponibles ce matin. Merci également à mes collègues des autres pôles. Merci Romain. Merci également à mes collègues des autres pôles et notamment Séverine et Soumaya pour leurs interventions. Merci également à Bastien de Cap Digital pour la régie et on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci à vous. Merci beaucoup, merci Jennifer, merci à toutes. Merci, au revoir. Au revoir.